t'as bien beau squatter 5 plates, là. Ouais. Comment est-ce que tu es capable de le transférer sur la glace, ça? Si, mettons, tu as un test à faire, mettons qu'un coach il dit, ben moi, là, j'ai 3 minutes pour faire mon évaluation. C'est quoi la donnée qui est la plus pertinente selon toi? On est on air, les amis. Let's go. Donc, bien content. Aujourd'hui, podcast avec Gab, comme mon acolyte habituel. Bonsoir. Puis on a la chance d'avoir Philippe Roy, propriétaire, Perfo Elite, fondateur, préparateur physique, kinésiologue, naturopathe, maîtrise en kinanthropologie. Ouais. Puis, tu es en train de faire un doctorat présentement. Exactement. Nice. Fait qu'on est chanceux de l'avoir avec nous. L'OD. L'OD, là, on est chanceux, il a laissé ses livres de côté puis il est venu nous voir. Je veux que tu nous racontes un peu ton background. Là, j'ai énuméré, mais j'ai pas été en profondeur dans ton background. Dis-nous un petit peu d'où tu viens, de sentiers battus. Qu'est-ce qui fait que tu es préparateur physique, tu es propriétaire d'un centre d'entraînement? Perfect. Ben écoute, un gars, merci pour l'invitation, premièrement. Fait que moi, je suis un petit gars qui vient de l'Abitibi. Fait que peut-être pas si petit, hein? Ouais, pas si petit quand même. Mais ça a pris de masse. Ça, c'est le bulk, ça. La bulk season. Mais ouais, fait que je viens de l'Abitibi. Vous allez sûrement le voir des fois, le monde... Ah, t'as un accent? Ben, c'est de là que ça vient. Ah ouais, t'as un accent? Ben, je sais pas, c'est ça que je me fais dire des fois. Bon, je suis jamais rendu compte. T'as moins d'accent qu'un gars de Québec. Moi, je suis un gars de Québec. Tu sais, je viens de l'Abitibi, j'ai joué au hockey, mon hockey mineur, pas mal comme tous les joueurs de hockey, les passionnés aussi. Fait que j'ai joué pas mal 15 ans à peu près, 16 ans. C'est quand même drôle parce que quand j'étais un joueur, je détestais m'entraîner. Ouais, j'en ai connu des comme ça. Puis je l'ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais tu sais, je détestais m'entraîner, puis c'était principalement de la manière que c'était apporté. Ouais. C'était beaucoup, on va dire plus militaire, puis c'était... Bon, on va dire c'était à chier. Ouais. Pas très organisé, pas très planifié. Non. Tu sais, il y avait... En plus, Phil, t'es quand même jeune, me semble. 26. Quand moi, je jouais Jet 3, Bantam, Junior, j'ai valu que c'est encore plus archaïque que ce que tu as vu. Fait que je suis quand même surpris qu'à ton âge, tu n'avais pas plus évolué, mais c'est bon, bon que tu le mentionnes. C'est ça, tu sais. Puis quand j'évoluais dans Bantam 2, Midget Espoir, dans le temps qu'il n'y avait pas de Bantam 3, nous, il n'y avait pas d'entraînement dans la structure, dans la saison. Puis, tu sais, c'était fait dans l'été. Il n'y avait rien de... Fait qu'il fallait que tu t'entraînes par toi-même. Tu t'entraînes par toi-même. Puis bon, on s'entend que des fois, à 14-15 ans, c'est pas là que tu es plus discipliné pour la majorité du monde. Puis, tu sais, c'était tout croche, littéralement. Puis là, tu sais, aujourd'hui, les jeunes... Mais là, tu restais en Abitibi. Je restais en Abitibi. Ouais, il faut vous donner une chance quand même. Ouais. mais tu sais, là, ils ont ça d'intégrer. C'est gros. Les régions. Les régions du Québec. C'est l'humour, c'est l'humour. Non, mais tu sais, littéralement, il n'y avait rien. Mais tu sais, quand tu regardes des structures comme Laval, que je travaille avec eux aujourd'hui, ben, eux, ils ont ça depuis des années et des années, là, 2 trainings semaine et tout ça. Puis fait que, tu sais, grosso modo, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai déménagé ici pour continuer à l'école. Puis, parce que j'étais supposé être dans un collégial, jouer au hockey là. Fait que j'ai décidé de déménager ici. Puis là, je me suis retrouvé que je pouvais pas jouer au hockey parce que, bon, j'avais resté trop longtemps dans un camp junior majeur. Le cégep commençait, fait que son équipe était déjà faite. Okay. Fait que je me suis ramassé un peu éculotte à terre où est-ce que plus de hockey, plus d'amis, littéralement, parce que j'ai déménagé de Val-d'Or à Montréal. Fait que tu connais personne, ne peut pas rien faire. Fait que j'ai décidé de continuer mon cégep là quand même. Puis là, je me cherchais un sport parce que j'étais sportif, mais je connais pas personne jouer au hockey, tout ça. Fait que finalement, je décide de vouloir aller m'entraîner. Fait que je m'abonne au Econo Fitness. Puis je me suis dit, on va l'essayer. Ben ouais, tout ça. Puis je voulais faire un podcast juste là-dessus, là, moi, sur l'Econo Fitness. Fait que là, tu sais, je m'entraîne, j'avais quand même une base d'expérience, je veux pas, même si je détestais ça. Puis c'est là que j'ai développé la piqûre, l'entraînement. Fait que je me suis dit, au début, je voulais aller physio. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'aurais vraiment trouvé ça long, ma vie. Ouais. Ça a l'air de la merde comme job. Malheureusement, pour mes amis physio et eux que je connaisse, mais j'aime beaucoup plus être dans l'action. Fait que finalement, embarque le bac en kin, pousse là-dessus, part l'entreprise dans le bac, fait la formation de naturopathie pendant le bac, connais Gab au travers d'une conférence qu'il donne, je m'en vais aux formations de l'STUP, je te connais là aussi. Ouais. Puis là, tout a dégringolé. Puis, quand on s'est rencontrés à IP, tu étais à ta 2e année de bac? J'étais à ma 2e année de bac. Nice. Ouais. Plus que ça avançait, plus tu te rends compte que malheureusement, tu n'apprends rien dans un bac, ou presque, tout dépendamment. Tu apprends, mais pas sur le terrain.
que tu penses que c'est juste la première année qui est générale, mais finalement, c'est pendant 3 ans. Ouais, exact. C'est surtout ça le problème. Puis il n'y a pas de fil lien conducteur. entre Ouais, les exact. cours ou dans la progression de ces cours-là. Tu sais. Il y a des cours préalables, mais il n'y a comme pas de suite. Puis, je vais comme faire... tu sais, pas là, mon avocat du diable, mais tu sais, je veux juste me mettre en rétrospective un peu, là, ou sensibiliser les gens, les jeunes. Moi, c'est ça qui vient me piquer des fois un peu, qui vient me titiller. C'est que tu vois quelqu'un qui sort du bac en kin, qui pense qu'il connaît tout. Ouais. Puis ça, sûrement ça arrive, vous en avez vu, là, probablement. Puis tu sais, je me dirige à vous autres, là. T'as des bases, t'as juste une fondation, là. C'est infime ce que tu peux apprendre par la suite en entraînement. Puis c'est pour ça que je me dis, laisse ton ego un peu de côté que tu as fait un bac, là, puis va chercher plus par la suite. Va chercher les formations nécessaires. Comme toi, tu as fait pendant en plus, puis tu continues à le faire encore aujourd'hui. Je pense que c'est de même qu'on devient des meilleurs kin, justement, des meilleurs préparateurs physiques. Puis je voulais comme passer le message parce que je trouve que l'ego est un peu trop là parce que tu as fait un bac de 3 ans, que là, tu connais tout. Moi, ce que je voulais aller chercher, c'est le côté terrain. C'est beau connaître le cycle de Krebs, là, mais comment tu l'appliques ou comment tu l'interprètes avec tes athlètes. Donc, de fil en aiguille, des multitudes de formations. Pendant le bac, décide de vouloir faire la maîtrise pour pousser ça next level et veux pas me spécialiser dans la performance au hockey. Puis là, tout récemment, elle vient d'être finalisée, approuvée. Puis je suis au doc depuis 1 an. Fait que c'est pas mal le parcours abrégé rapido presto. Juste dans le fond, en maîtrise, c'est quoi que tu avais fait exactement? Ouais. Pour ma maîtrise, moi, j'ai regardé tout ce qu'il y a, le lien maniement du bâton. Fait que tant maniement de la rondelle en mouvement ou pas en mouvement. Le lancer, fait que précision des lancers, vélocité des lancers, puis l'impact que la force de préhension a sur ces paramètres-là sur glace. Donc, ça m'étonne pas que tu aies fait ça sur le maniement du bâton. Ouais, hein? J'aime ça, les bâtons. Oh my God! Non, mais j'ai jamais été la personne. Il est réveillé. Moi, je commence à me réveiller. À là. 7 h le matin, il était grumpy, mais là, il est réveillé. Le premier podcast, le monde va s'en rendre compte. Là. J'étais pas tout là. J'ai jamais été la personne avec le plus de mains. Fait que je me suis dit... c'est là qu'on développe ça, les skills. Puis, mettons, en gros, juste donner, c'est quoi tu as le plus... c'est quoi, mettons, ta conclusion de cette maîtrise-là? Ouais. En gros, c'est que là, j'ai sorti des équations de régression, fait que une équation de prédiction. Si tu mesures la force de préhension, à mesure, on va dire que tu fais 85 kg de combiné, ça devrait t'amener une certaine vélocité de lancer. OK. Fait que, à partir de plusieurs autres paramètres aussi, fait que j'ai intégré aussi juste la force de préhension, mais j'ai fait d'autres tests au travers pour aller chercher plus de précision dans mon équation de régression. OK. Donc, exemple avec un saut en hauteur ou plusieurs autres tests. Puis, on a sorti des équations de régression qui peuvent prédire à peu près jusqu'à 90% de précision la vélocité du lancer. Du lancer, nice. Pour ce qui est de la précision du lancer, moi, la manière j'ai amené mes tests, fait que c'était pas tout à fait 100% concluant, significatif, mais il y avait une grosse tendance qui se faisait, puis j'ai juste testé 16 joueurs aussi. Donc, une équipe. Ce que ça fait que mon bassin n'est pas énorme, mais tout a des on va dire, corrélations. Des corrélations directes. Qui se créaient, ouais. Y avait-tu d'autres études qui avaient été faites sur ça? Sur le hockey, il y avait quelques études sur la force de préhension qui étaient prises comme, OK, on teste les joueurs, on prend la force de préhension, mais jamais regardé en lien avec ce qui se passait avec le maniement du bâton, sauf 2 études qui étaient faites à l'Université McGill, mais beaucoup plus au volet biomécanique du lancer. Rien sur qu'est-ce qui est vélocité vraiment ou qu'est-ce qui est précision des lancers, qu'est-ce qui est maniement du bâton. Fait que je me suis lancé là-dedans. Puis nice. Après ça, j'ai décidé de faire mon doc le plus sur le volet accélération, changement de direction, puis tout ce qui est plus, on va dire, pliométrie entre guillemets. Là. Le Reactive Strain Index, ces trucs-là. Donc là, présentement, tu as ton doc plus sur l'accélération-vélocité. Oui, accélération, changement de direction. Toujours en patin, toujours comme joueur de hockey. En patin sur glace, en joueur de hockey. Ça, c'est cool. Comme ça, je vais avoir un peu plus on va dire... Sur la big picture, là. Oui, exact. Fait que tu sais, volet plus précision, vélocité, force avec les lancers, puis après ça, le volet plus accélération, vitesse. Je pense que tu fais ça d'une certaine façon parce que tu évalues que quelque chose à améliorer dans le hockey au Québec, ou selon? 100%. Puis tu sais, c'est que souvent, ce qu'on aime comme préparateur physique, c'est oui, faire des tests, oui, entraîner, mais des fois, on n'a pas le... Tu sais, OK, oui, j'ai amélioré mon counter movement jump, mais c'est quoi ça veut dire réellement? En transfert sur la glace. En transfert. Ouais. Donc, la manière que j'amène mes recherches, c'est vraiment comme créer une équation de régression ou vraiment avoir un lien que si tu as 102 là, ça va te donner tant
sur la glace. Fait que comme ça, très rapidement, tu n'es pas obligé de louer une glace pour tester où ce qui est rendu. Tu peux le tester dans le gym ou peu importe où selon l'équipement que tu as. C'est de trouver les meilleurs corrélats, dans le fond, qui Ben, vont t'amener. Exactement. Ça te permet de confirmer les tests que tu vas faire hors glace aussi. C'est Perdre ça. moins de temps à Exact. utiliser une batterie de tests qui va durer 2-3 heures avec tes athlètes. Finalement, tu cibles les bons tests, puis ceux qui ont le 100%. plus de prédictibilité, dans le fond. C'est vrai ça. Fait que, OK, cool, ça. fait que ça permet de simplifier la batterie de test comme on vient de parler, mais c'est ça. Fait que, d'avoir de quoi aussi qui est tangible et qui est facile à faire pour avoir des répercussions sur place. Parce que ça ne veut pas nécessairement dire que le transfert se fait. Puis là, on pourrait débattre, pas débattre, mais on a tous la même opinion, mais de parler de ça pendant 8 podcasts. Mais c'est ça. Fait que, grosso modo, j'essaie de simplifier la tâche pour les préparateurs. En gros, c'est un peu ça, le podcast qu'on fait, puis c'est pour ça que tu es invité aujourd'hui, puis tu vas probablement être réinvité aussi. On a comme une vision, puis qu'on veut changer les choses. T'sais, on veut changer les choses sur la préparation physique. Joueurs de hockey, préparation physique en général de nos athlètes au Québec. On en a parlé, Gab et moi. Je pense qu'on développe de moins en moins d'athlètes. Puis ça, c'est triste parce qu'on a de l'intérêt. C'est un sport qui a beaucoup d'inscriptions. Le hockey, c'est un sport qu'on a de l'intérêt au Québec dans ce sport-là. Je pense qu'on a Des passionnés, monsieur! Je pense qu'on a juste pas... On n'a plus ou on n'a pas les outils. On ne développe plus autant de joueurs. Puis moi, je pense que c'est comme une mission qu'on s'est lancée. Développer plus de joueurs, développer d'autres préparateurs physiques avec nos connaissances, je dirais notre mélange, notre recette à nous. Là, parce qu'on sait que qu'est-ce qu'on fait fonctionne. On a des outils que c'est pas tout le monde qui applique. Puis comme j'ai dit, le back en kin t'amène des bases, mais tu vas pas préparer des athlètes là, du jour au lendemain quand tu as fait un back en kin. Les autres, moi j'ai 43, ça fait quasiment 20 ans que je suis dans le domaine, que je réalise que en réalité, ce que je faisais il y a 20 ans versus aujourd'hui, j'ai mis des flèches à mon arc. J'en ai mis. C'est des flèches ou des cordes, en tout cas? Des cordes, mais des flèches. Il me semble que c'est plus pratique de mettre des flèches que de mettre des cordes. C'est pour ça que moi, tu as 20 cordes à ton arc. Ça t'amène où? Mais là, j'ai fait un péroniste. Je pense que Jean Perron, il est devenu populaire grâce à ça. Fait que je vais peut-être l'intégrer comme ça. J'espère. J'espère. Parce que tu en intègres dans la vie du quotidien. Fait que pourquoi pas le faire dans le podcast? Exactement. Je serais vraiment... ça me shakerait. Mais tu sais, moi, je pense que c'est... Tu as parlé un bon point. On développe plus vraiment d'athlètes professionnels ou moins qu'avant. Dans les nationales, c'est rendu triste. Oui, mais je pense que ça a un lien beaucoup que le monde a une certaine formation puis ils stick to it. Puis ils vont pas update leur connaissance ou leur façon de procéder. Puis le hockey, ben, veut pas. Si tu regardes le 10 ans, le 20 ans, ça a tellement changé exact. que tu n'as pas le choix aussi. Même le 5 ans. Ben là, moi, j'entraînais mes gars beaucoup plus. Je faisais des circuits d'hommes forts beaucoup à l'époque. On faisait prendre la masse musculaire un peu plus parce que la game est axée un peu plus sur la force, la bataille d'un coin de zone devant le but. Maintenant, la game est axée sur la vitesse. Il faut que tu travailles fort. Là, non, il faut que tu sois fort encore. C'est juste que parce que on le sait, la mais force... si tu n'as pas de vitesse, tu n'es pas capable de trouver des endroits sur la surface où ce que tu peux te démarquer, ça ne marchera pas. Fait que des gros gars lents, ça va être difficile. Des gros gars forts lents, là, à moins que tu aies une capacité énorme. Tu sais, je regarde un gars comme à Buffalo, Logan Thompson. Il n'a pas un mauvais coup de patin. Il se déplace en latéral quand même de façon efficace. Mais tu sais, c'est un pan de mur. Là. Il y a des mains incroyables. Il y a tout un lancer. Mais il s'en sortirait pas à la Michael McCarron, là, alors qu'il est quand même encore dans la Ligue nationale, mais c'est un gars de quatrième ligne. Là, qui va frapper. Il va en avoir de moins en moins des joueurs comme ça. Exact. Mais tu sais, puis ça prend la base en force parce que je te dirais le mot-clé, c'est puissance. Puis c'est ta capacité à générer ta force rapidement. Exact. Fait que si tu as bien beau être un petit vite, mais pas fort, tu iras pas plus loin que le fort puis pas vite. C'est ça. Ben, mettons, je donne des fois comme exemple Jack Hughes présentement. C'est sûr qu'il y a une certaine... C'est pas sa force, son élément numéro 1, c'est sa qualité numéro 1. Mais c'est sûr qu'il y a un certain niveau de force pour être capable de développer une qualité de patin puis une vitesse comme ça. Mais le hockey, mettons, je trouve que c'est un bon exemple, lui, de l'hockey d'aujourd'hui, qu'il y a quelques années, il n'aurait jamais joué dans la nationale, malgré toutes les habiletés qu'il a. Quand il y a quelques années, peut-être pas, il y a 5 ans, mais mettons, il y a 15 ans, ou même à mes époques, là, ça aurait été très difficile de jouer. Il n'y en avait pas. Là. Il a tellement un bon patin, il est tellement smart. D'après moi, il aurait joué un gars comme Théorène Fleury, même Johnny Gaudreau, quand il est rentré dans la Ligue, justement, 10-12 ans.
Il y a 30 ans maintenant, Johnny. Fait que ça fait 10 ans. Moi, je pense qu'un gars comme Jack Hughes aurait fait jouer dans la Ligue nationale. Est-ce qu'il aurait été aussi dominant qu'il l'est là? Peut-être pas. Est-ce qu'il aurait marqué autant de points? Peut-être pas. Mais là, on est en époque où il y a de moins en moins d'accrochage, que les joueurs avec la vitesse et des skills, ils ont de plus en plus de place avec les règlements qui sont instaurés. D'abord, je dirais plus, mettons, dans mes époques. Quand moi, une vingtaine d'années. Quand moi, ça fait quand même longtemps que je joue junior. Là. Junior, tu avais le droit à un petit joueur par équipe. Puis il fallait que tu grindes en tabarouette pour pouvoir être là. Tu n'avais pas de joueur qui était juste habile. Il fallait que tu ailles chercher le puck d'un coin, puis il fallait que tu grindes. Tu n'avais pas le choix. Je pense qu'à cette époque-là, l'accès force, être capable de combattre justement les joueurs plus gros, que c'était un petit 16, ou même les joueurs gros étaient avantagés absolument parce que c'était leur force. Tu avais le droit de mettre le bâton sur les hanches, tu tirais vers toi. Fait que c'est sûr que l'élément force était bien plus primé que là, aujourd'hui, avec l'élément vitesse, assurément. Fait que c'est sûr que c'est cool ton doctorat, que tu t'en vas dans cet aspect-là, parce que je trouve que dans tous les sports, sauf certains, je ne suis pas sûr que je vais m'en aller là-dedans, mais sauf certains, je trouve que le soccer, c'est un sport que je trouve que les athlètes n'ont pas autant évolué athlétiquement que comparativement à plusieurs sports. Mais ça, c'est, je pense, dans la culture aussi du sport, là, mettons, beaucoup. Mais, puis, tu sais, pour en revenir justement sur le doctorat, je l'ai fait beaucoup sur le RSI, fait que l'indice de force réactive. Okay. Puis, tu sais, ça comporte tout ce qui est le stretch shortening cycle à l'intérieur, tout ce qui est pliométrie, tout ce qui est rate of force development, la capacité à générer ta force rapidement. Puis, il y a beaucoup d'études, étonnamment, sur des sports comme le soccer ou le rugby. Fait que principalement les sports de terrain, où c'est des souliers, mais il n'y a rien au hockey. Ben, j'ai fait un entraînement sur glace récemment. Je l'ai fait encore ce samedi, je l'ai fait la semaine passée aussi. Puis c'est un peu ça qu'on veut créer, là, parce que dans le fond, le hockey, tu l'expliquais, on est dans le gym avec un soulier ou nu-pied, tout dépendant comment tu t'entraînes. Puis ton sport, mettons comme le soccer, rugby, football, name it, tu as un soulier encore. Fait que c'est très représentatif. C'est quasiment le transfert, ça fait instantanément. Tandis qu'au hockey, patinage artistique, ski, name it, que tu as une botte, que ton pied il ne bouge pratiquement pas là-dedans, bien, c'est sûr que c'est des données qui sont... Le transfert se fait différemment, c'est des données différentes. Puis c'est vraiment intéressant qu'on le fasse parce qu'on n'a pas le choix de le faire, de le tester. Des transferts dans le gym, est-ce qu'on réussit vraiment, comme là, ton counter movement jump que tu parles, bien, est-ce qu'on réussit vraiment à avoir des corrélats sur la glace? Puis c'est ça qui est intéressant. Puis j'ai hâte que tu pousses pour ça que j'aime ça te garder près de moi pour avoir ces informations-là. Oui, parce qu'on s'est fait dire qu'il y avait un transfert. On a appris dans des cours théoriques, on l'a lu dans des livres. Après ça, quand tu arrives pour faire les tests, tu regardes ton gars, tu l'as entraîné tout l'été, ça fait 3 mois qu'il suit la périodisation. Tu calibres ces données, tu vois qu'il augmente sa force, tu vois que sa puissance avec les systèmes qu'on a maintenant, comme le VBT, où tu as un accéléromètre que tu peux calculer la vitesse de déplacement de la barre, les angles. VBT, traduis-le pour... Velocity Based Training. Donc, c'est un capteur que tu vas mettre sur une barre ou sur ton athlète qui va te permettre d'avoir des données de puissance, des données de vitesse. Puis aujourd'hui, après ça, tu arrives à la fin de la saison, tu reprends tes tests, puis tu vois que la personne s'est améliorée sur la glace. Ou elle a augmenté son saut vertical, exemple. Puis, elle n'a pas nécessairement de transfert sur la glace. Fait un ou l'autre. Elle a amélioré ses paramètres dans le gym. Son saut vertical n'est pas mieux. Ou est meilleur sur la glace. Mais dans le fond, ses stats de saut verticaux ne sont pas nécessairement mieux. Fait que, est-ce qu'il y a 100% de corrélat tout le temps sur le saut vertical? Alors qu'on s'est fait dire, ça a été le test pendant des années que tous les préparateurs physiques ont utilisé. Il y a beaucoup de recherches et tout ça qui montrent, puis même avec mes données préliminaires, qu'un saut vertical ou un saut en longueur a une forte corrélation avec la vitesse. Ben, le temps, on va dire, d'un 30 mètres sprint sur glace. Mais en réalité, tu veux-tu avoir ton temps de 30 mètres ou tu veux savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ton 0,5 mètres, c'est quoi ton accélération, ta vitesse? Fait que c'est vraiment là-dedans que je vais aller chercher. Parce que je pense que... C'est jamais que tu vas patiner à pleine vitesse pendant 30 mètres de temps dans une game. Josh Anderson. Ouais. Le seul, il a scoré 2 goals hier ou avant-hier, mais... C'est pour ça que j'en parle. mais sinon, tu sais... sinon... C'était bon, par exemple. Sinon, tu n'arrives jamais, tu sais, c'est tout le temps du 0,5 mètres, du 0,10 mètres, puis c'est ta capacité, parce que... le nerf de la guerre. Le fameux test de chrono, 30 mètres de sprint, là. Ben, tu sais, on pourrait avoir le même temps sur le 30 mètres, mais... Sur ton 0,5 mètres, t'es 2 fois plus vite que moi. C'est là la game de hockey. C'est là la game de hockey. Exact. Ouais. C'est vrai. Mais personne ne se penche là-dessus ou presque. Fait que moi, c'est vraiment là que je veux voir
Puis tout ça passe vraiment plus neuromusculaire et tout ça. À ce moment-là, ben, avec des tests hors glace, ça pourrait bien le voir. Je peux faire une petite corrélation sur moi en tant que joueur de hockey. Tout le monde a toujours pensé que j'étais rapide. Mais parce que j'étais rapide dans mes courtes distances. En ligne droite, longue distance, j'étais pas rapide. Moi, je me considérais vraiment pas rapide dans cette distance-là. Puis tous les autres étaient plus rapides que moi. C'est pas qu'en échappé, j'étais toujours nerveux que le gars me rattrape en arrière, mais tout le monde disait avec le patin, comment ça tu t'es fait rattraper? Non, c'est dans les short distance que je suis rapide dans le changement de direction. C'est pour ça que comprendre la game est différente, de comprendre c'est où tu es rapide, puis c'est ça qui est incroyable, je pense, avec tu as un équipement pour évaluer les joueurs sur la glace, que j'imagine que tu sers dans ton doctorat aussi. Ouais, ben ça c'est quoi le nom de... Rappelle-moi. C'est le capteur Sciences Perfo. Sciences Perfo. Ça a été développé ici au Québec, là, à Québec. Puis, fait que dans le fond, c'est que ça permet avec une caméra et tout ça de tracker la distance de l'athlète, puis de timer aussi. Ouais. Puis à partir de là, quand tu peux rentrer la grandeur, le poids, tu peux avoir aussi toutes les données de puissance, courbe de vitesse, graphique, force, vitesse. Ça, c'est hâte. Ce que j'avais aimé là, quand on l'avait été faire le combine ensemble, là, les 4, là, avec Paul aussi, Paul Gagné, ce qu'on avait vu, puis là encore là, je pense que tu as peut-être déjà penché un peu plus là, dans ta recherche, là, mais ce qu'on avait vu, c'est que des fois, on voyait une jambe qui poussait plus que l'autre. Puis moi, c'est exactement, on a fait un podcast, Gab et moi, sur la posturologie. C'est exactement ce que je trouvais hot de voir, que tu voyais qu'une jambe poussait moins que l'autre. Puis finalement, la jambe qui poussait moins que l'autre, c'était le pied qui était dysfonctionnel en posturo, qui avait un moins bon contact, une moins bonne stabilité au sol. Fait que là, c'est là où on s'en va. Puis avec des outils d'évaluation comme ça, ben, ça devient comme un peu un game changer. Là. Puis c'est ça qu'on veut faire. Si on veut révolutionner l'activité physique, révolutionner la préparation physique au Québec, ben, ça commence avec ça parce qu'on a des preuves à l'appui. On ne fait pas juste le dire puis qu'on l'a vu en pratique ou on l'a vu sur le terrain. On a des preuves qui est à l'appui. Fait que ça, je trouve ça malade, cette machine-là. Justement, quand on a testé, je pense, il me semble que tu étais à côté de moi, mais on envoyait un athlète que tellement que c'était dysfonctionnel. Ouais. Il décélérait. Il décélérait toutes les fois qu'il donnait un enjambé à gauche. Il devait réaccélérer avec la droite. Donc, mettons, s'il accélérait, on va dire, de 2 à droite, ben, il décélérait de 1. Fait qu'au bout de la ligne, il accélérait juste de 1. Ouais. Fait que c'était contre-productif totalement. On le voyait sur le graphique. Là, on le voyait même visuellement. Tu as oublié de dire que tu étais posturologue tantôt dans ton background aussi. Ouais, je pense que tu l'avais dit. Mais ouais, je suis posturologue aussi. Ouais, posturologue. Les concepts de posturologie, c'est qu'on veut avoir un pied qui connecte, pied gauche, pied droite, connecte égal avec ton cerveau ou le plus près possible l'égalité. Ben là, tu deviens plus performant parce que tu n'as pas justement un pied qui connecte moins bien, que tu es moins capable de pousser. Puis quand on parle du pied, ben, ça part du pied, mais c'est toute la jambe finalement qui pousse un peu moins. Il y a des répercussions jusqu'en haut. Ben oui. Juste logiquement, sans même parler de toute la chaîne totale, mais si tu as un déséquilibre sur tes pieds stables, comment est-ce que tu veux bien appliquer tes forces sur une lame de 4 mm? Ouais, ça, c'est juste de la physique. Là, on rentre même pas dans la tête qu'est-ce qui est électrique puis nerveux. Logiquement, tu vas perdre la force épouvantable de l'application. Fait c'est de là, après ça devient important, de 1, la posturo, mais après ça, de 2, de faire le transfert puis de faire l'entraînement sur glace. Justement, t'as bien beau squatter 5 plates. Là. Ouais. Comment est-ce que tu es capable de le transférer sur la glace? Ça? Selon toi, c'est quoi la donnée si, mettons, tu as un test à faire? Mettons qu'un coach il dit, ben moi, là, j'ai 3 minutes pour faire mon évaluation. C'est quoi la donnée qui est la plus pertinente selon toi? Moi, m'a triché un peu, m'a prendre un test au lieu de la donnée, parce que le test en tant que tel va me donner plusieurs données. Okay. Puis, j'irais vraiment qu'un counter movement jump. Okay. Puis, la raison, c'est que tu peux avoir, tant si tu le filmes en plus, tant au niveau coordination entre le haut et le bas du corps, si tu l'utilises avec les bras. Les bras. Puis tu pourrais le faire avec bras et sans bras. Ouais. Là, tu mets les mains sur les hanches. Les hanches, tu pas les bras. Puis tu mets les mains sur les hanches. Puis là, tu vas avoir vraiment ton ratio de coordination entre le haut et le bas du corps. Mm-hmm. Puis tu fais juste deux sauts. Puis à partir de là, après ça, avec le saut, peu importe lequel tu veux prendre, mais tu vas avoir ta donnée de puissance, de force que tu peux tracker aussi, ta hauteur. Ouais. Mais c'est que si tu regardes, mettons, tu as une plateforme de force ou une application qui permet de pouvoir tracker cette donnée-là, mais le RSI modifié, qui est le temps que ça prend à descendre pour sauter versus la hauteur de ton saut. Qui va donner sur une plateforme de force, c'est ton contact time? Tu es déjà en contact, mais mettons, c'est pas toutes les plateformes de force qui le font, là, mais mettons les Hawkins au prix de 2 reins.
Ça te le mesure le temps que ça te prend à faire ton un saut. rein où, là, tu prends-tu au Brésil ou... Au Québec. Tu manges-tu bio? Mais Es-tu intolérant au gluten? moins 10 000. C'est ça baisse vite, man. Ça te prend ton temps que ça te prend à générer ton saut versus ta hauteur, qu'est-ce que tu as réussi à générer comme saut. OK. Puis ça, ça s'appelle le RSI modifié. Dans NHL, ils l'utilisent de plus en plus pour faire le suivi de l'athlète. Parce que ça a une donnée neuromusculaire intéressante, très intéressante. Donc, ça t'amène où? Mettons, là, toi, ça, là, tu prends ça, tu te dis, OK, je fais quoi là, demain matin avec cette à partir de là, comme je dis, j'ai quasiment un profil complet quasiment de l'athlète. Puis ça me permet de faire un suivi aussi avec un simple saut. Tu peux-tu expliquer c'est quoi le profil? Qu'est-ce que ça veut dire? Mettons qu'il y a un athlète qui regarde ça. Là, on s'en va loin. Là. Ah non, mais juste brièvement. Mais tu peux avoir justement, à partir de là, tu pourrais créer aussi un profil force-vitesse. Si tu fais 2 sauts, on va dire 3, tu en fais un avec une charge. OK. Ça viendrait de créer un. Là, je ne me rappelle plus c'est qui exactement l'auteur, mais il a créé. Là, tu pourrais faire un FBT FBT training, Force Base Velocity. Tu pourrais faire un VBT training, tu pourrais faire n'importe quoi, mais ça te sortirait tellement de données à partir de, on va dire, 3 simples sauts, qui est le même saut, un avec bras, un pas de bras, puis un avec une charge. Puis à partir de là, tu aurais le profil force-vitesse, voir qu'est-ce qui est le plus problématique, entre guillemets. Est-ce qu'il y a un profil plus force dominant ou vitesse dominant? Bien, là, à partir de là, tu peux venir changer sa pério, ajuster ça, puis à partir de ces baselines qu'il y aurait en début de saison, par exemple, tu peux voir si, mettons, son RSI modifié, s'il descend, c'est pas parce qu'il est rendu moins bon. Il est juste... Il y a plus de fatigue nerveuse. Plus de fatigue, il s'est moins entraîné. Il n'est pas là. Ça peut être plein de choses après ça. Ouais. Donc, ça te permet de déterminer un genre de continuum sur lequel l'athlète se retrouve, puis déterminer un peu qu'est-ce que tu vas travailler avec lui, que ce soit durant la période hors saison ou la période de la saison. 100%. Fait que, à partir de justement, juste un simple test, quelqu'un qui a 3 minutes, ça se fait, ces 3 sauts-là faciles. Puis ça te donne tellement beaucoup d'outils qu'il y a juste un saut en longueur que tu as généralement, on va dire, juste la longueur. Ouais. À moins que tu aies, exemple, un encodeur linéaire attaché à toi, que tu peux avoir la puissance et tout ça, mais mettons, de quoi de vraiment simplifier, moi, j'irais vraiment avec le counter movement. Donc, parce que ça te donne, tu peux avoir la force, vitesse. Force, vitesse, RSI modifié avec une donnée plus neuromusculaire pour tracking le suivi des athlètes. Écoute, là, ça peut aller un peu plus loin, mais moi, je garderais que lui. Puis la corrélation avec un counter est quand même très bonne aussi. Là. Fait que t'es pas obligé de faire, par exemple, pour avoir le RSI, un drop jump, par exemple, qui est plus avancé aussi. Fait que même avec tes athlètes plus jeunes, tu pourrais quand même pas faire un counter movement jump. C'est sûr que le counter movement, on s'entend que c'est quand même, présentement, c'est un test qui est beaucoup utilisé dans le domaine athlétique. Là. J'irai avec ça. Puis pour le doc que je fais en ce moment, je regarde le RSI modifié et tout ça, mais je vais vraiment essayer de me pencher sur lequel des différents tests de RSI te donne la meilleure donnée transférable sur glace. Parce que tu peux faire un drop jump à 12 pouces, 24 pouces, 36, 20. Tu peux faire un counter movement jump lavoir. Tu peux faire un RSI 10-5, fait que 10 sauts style de pogo jump. Ça te donne une donnée RSI. C'est laquelle qui est la meilleure pour la glace. Le hockey. C'est un peu la même chose. Ma maîtrise, c'est ça que j'ai fait. Présentement, en doctorat, est-ce que c'est ça que tu veux résumer? Tu veux résumer dans le fond? Ben, pas résumer, mais tu veux ton plan, c'est peut-être de trouver la meilleure batterie de test officielle pour le hockey. Ben, c'est ça. Fait que, grosso modo, pour un doc, mettons une maîtrise, tu publies un article scientifique. Un doc, ça te prend 3 articles. Donc, un qui montre, soit tu valides tes outils de mesure que tu vas utiliser pour montrer que ça mesure la bonne chose. Ça en fait un. L'autre, tu montres qu'il y a une relation qui se crée entre tes paramètres. Puis la troisième, lequel de ces tests-là, exemple, est le meilleur. Ou, moi, que je vais l'aligner, mes outils sont déjà validés. Donc, j'aurais mon premier qui est de démontrer que le RSI a un impact sur glace avec tel paramètre. Fait que changement de direction, vitesse, accélération. Après ça, j'irais vraiment lequel des tests sort la meilleure corrélation puis qui est plus significatif overall. Puis après ça, ben là, je vais aller chercher des groupes d'entraînement puis les entraîner. Dans la littérature, on sait qu'est-ce qui améliore quoi comme type d'entraînement. Fait que avoir, par exemple, un groupe contrôle qui vont s'entraîner plus classique. Je
Je vais avoir un groupe qui vont être plus, exemple, sur des machines iso-inertielles, fait Keybox, Desmotech, ainsi de suite. Puis je vais avoir un groupe qu'eux vont avoir la combinaison des deux. Je vais avoir un groupe qui font rien. Restez chez vous, les boys! C'est ça. C'est toi le leader du groupe. Après ça, je vais voir, OK, lequel de ce genre d'entraînement-là améliore le plus mon RSI. Ouais. Genre, fait que c'est un peu là-dedans. C'est cool parce que tu fais ton doc sur quelque chose que tu vas utiliser. Ouais. T'es pas juste en train. Moi, je me souviens des signes de la lamproie. La raison pourquoi ça m'avait découragé les études supérieures, c'était parce que justement, c'était tout le temps sur des trucs tellement spécifiques que j'allais sortir de là. Puis, dans le fond, tu as créé ta propre maîtrise, ton propre doc, c'est ça qui est cool, puis ça a été accepté. Puis, c'est vraiment sharp, man, parce que là, tu vas pouvoir utiliser ça dans ta pratique au quotidien après ça. Puis, tu vas pouvoir même utiliser ça pour démontrer que ce que tu vas utiliser comme outil, comme entraînement, ça va être validé, en fait. C'est ça qui est vraiment sharp. Y a-t-il quelque chose que tu voulais faire avec ce doctorat-là de autre? Ben, tu sais, c'est vraiment plus pour, connaissance personnelle et tout ça. Ben, veux pas, t'as pas le choix de lire les études puis tout ça. Tu sais, de un, je vais pour mes propres connaissances générales à moi. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de formation qui se donne là-dessus encore. De deux, les opportunités que ça peut s'ouvrir. J'aurais pas fait de maîtrise, j'aurais jamais pu aller faire les tests du Canadien pendant 2 ans. Le fait d'être dans ce roue-là aussi, ça te permet d'ouvrir plusieurs portes. Peut-être éventuellement travailler avec une équipe professionnelle, peut-être. De plus en plus, ils demandent maîtrise, doctorat. Fait que j'irais vraiment dans ces eaux-là, mais principalement, c'est pour mes connaissances à moi, puis devenir, on va dire, la référence sur ce paramètre-là au hockey. Nice. Mais pour revenir à ton test de counter movement, je vais créer un petit débat. C'est sûr que je suis d'accord avec le fait que ça va être un marqueur vraiment important pour la performance. Je pense que maintenant, avec un outil comme exemple le Biotonix, où ce que tu peux faire un scan postural puis prédire même le saut counter movement, que ce soit par l'empreinte des pieds au sol, que ce soit par les débalancements musculo-squelettiques qu'on va voir. Moi, je le sais maintenant quand je vois quelqu'un qui est antérieur puis qui est sur la pointe des pieds sur sa posture au niveau des pieds, en fait. Je le sais quand il va arriver sur un saut vertical, il va avoir un manque de production de force au niveau des pieds au sol. C'est sûr. Je le sais quand il va arriver sur la glace, il va avoir une position qui est antérieure, qui va être déséquilibrée aussi. Fait qu'au niveau prédiction de ce que je suis capable de dire, que ce soit aux parents ou à l'athlète, entre, mettons, un test de counter movement, qui est vraiment très performance spécifique, à la limite même training spécifique. Là, je suis d'accord, mais mettons, tu me dis, j'ai un test à faire, c'est sûr que ça va être un test au niveau de la posture. Puis t'as pas tort. Puis la raison pourquoi j'avais pris le counter, c'est juste parce que l'amalgame de données, on va dire, pas tangibles, mais données descriptives, mettons, que te permet d'avoir un bon profil de l'athlète puis de suivi. Mais c'est 100% que tu peux scraper un test ou tu n'auras pas ton test à 100% si ta posture n'est pas alignée ou équilibrée. Fait que c'est juste parce qu'à ça, la posture, c'est qu'est-ce qui arrive en ce moment. Là, j'ai mon côté plus, on va dire, scientifique derrière, mais que nous, on le sait en tant que pratiquant qu'il y a un impact direct, mais il n'y a rien qui est encore montré. Là, on commence à avoir beaucoup de données qu'on va le faire. Mais le jour où est-ce que ça va être montré, qu'on peut prédire directement, on va dire, une hauteur. Une performance, on peut savoir que tu ne seras pas à ton 100% parce que tes pieds sont disharmoniques ou peu importe. Fait que c'est juste pour ça que, mettons, j'allais avec le counter pour avoir la donnée. Excellente réponse. C'est ça que je voulais entendre, dans le fond. Ouais. Parce qu'il n'y a rien qui est confirmé au niveau postural, au niveau du système nerveux. On n'est pas capable de faire un corrélat direct. On le sait comme praticien parce qu'on le voit cliniquement, mais il n'y a rien qui est démontré. Fait que, postdoc, Phil, nettoie-y donc. Je pourrais intégrer ça dans mon doc aussi, littéralement. Ça serait faisable. C'est très facile. Avec le combine qu'on a fait, on a les Biotonix, on a les données d'ARSI, on en a des données, yes. On a 32, 33 athlètes de tester. Fait que on fait d'autres combines, puis là, on a des données sur glace. Juste avec ça, on est capable d'écrire l'article scientifique. Qui va le prouver. Ça se ferait, puis on n'est pas obligé d'être à maîtrise ou peu importe. Ouais. On va refaire un autre combine. Avec un autre projet encore. On va refaire un autre combine cette année. On ne lance pas encore la date officielle. Mais on va encore avoir plus de données. Qu'est-ce que tu considères, toi, qui devrait être amélioré
majeur là, dans la pratique présentement. Nous autres, on connaît un peu notre pratique par la bande parce qu'on se parle souvent et on a fait des formations ensemble et tout. Mais qu'est-ce que tu trouves qui est le plus gros manque dans la préparation physique présentement, je veux dire au Québec parce qu'on est au Québec, mais... Moi, y aller avec deux. Un, la posture. Ouais. De régler ça en partant parce que ça a un impact direct. On en a parlé depuis le début, mais si tu n'es pas aligné statiquement, sans même mouvement, comment est-ce que tu veux quand il y a un mouvement d'être optimal? Ouais. Impossible. Mais ça c'est fou parce que ça, faut en parler haut et fort. Le monde, je veux dire, sont pas caves d'un sens, ils le savent. Mais ils font pas. Ils font rien. Les autres préparateurs physiques le savent. Mais ils savent pas comment. Puis ils savent pas comment. Fait que, une des grosses lacunes, c'est ça. Puis l'autre lacune qui vient en lien avec ça, principalement, c'est si tu veux faire ça, mettons que tu prends quelqu'un qui est vraiment, on va dire, pété, puis... On fait de la rehab. Ouais, en physio. Mais, mettons la meilleure... Postdoc. Mettons la meilleure, on va dire, le meilleur moment de le faire, c'est dans, on va dire, le printemps. Fait que quand ta saison est finie, parce que, on sait que quand tu vas recalibrer quelqu'un, il y a beaucoup de changements qui se créent. Ouais. Fait que des fois, ça peut affecter les performances ou ces trucs-là. Fait que tu vas peut-être pas faire ça dans une saison, idéalement. À moins, mettons, si tu vas hard, mettons, le meilleur moment, on va dire, c'est de commencer aujourd'hui, mais mettons, si tu peux choisir, tu aimerais ça peut-être après la saison. Sauf que qu'est-ce que le monde font après la saison? Un tournoi 3A, un autre tournoi, un autre 3A, encore des pratiques, power skating, skills, puis là, ça arrête juste plus. Fait que ça, c'est un autre... c'est pas directement la préparation physique, mais ça l'affecte grandement. Ben, on peut parler de périodisation rendue là. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, le plus gros, c'est l'intégration de la posture, de la posturologie ou de l'optimisation, justement, de la posture de l'athlète. Ouais. Puis après ça, c'est littéralement... Connecte ton cerveau avec tes 600 muscles, puis ça, c'est un game changer. Commencer à lâcher le 3A, là, mettons, ou du moins en faisant une fois de temps en temps, là, à toutes les fins de semaine, ou aller à Boston, puis tu sais... Ouais, mais si je suis pas au showcase, là, ils me verront pas, puis j'ai moins de chance. Ouais, mais sauf que s'ils te voient, puis tu performes pas, t'as l'air avec l'une. Ouais. Mais tu sais, puis je nommerai pas de nom, rien, mais j'ai 2 athlètes que j'ai côtoyés, que j'ai développés dans des équipes. Puis il y en a un que, justement, dans l'été, aucune préparation physique, à part les 2 dernières semaines. Avant le camp, il faudrait que j'aille m'entraîner, me remettre en shape. Il est en retard un peu. Mais lui, il faisait tous les tournois 3A pas possible. Boston, Nashville, il allait partout. Puis, ça à partir de l'âge de Pee-Wee. Puis l'autre, ben lui, il s'entraînait, mais c'était pas le plus constant ou lui qui voulait grinder le plus dans l'entraînement. Puis là, récemment, il a donné une go épouvantable au printemps dernier. Puis là, tu vois, là, ils sont rendus l'âge midget 3. L'âge important. L'âge, tu sais, c'est leur année de draft. Mm-hmm. Ben, lui, il n'a pas fait le 3A tout le temps à côté, puis tout, ben, tu sais, c'était pas lui le meilleur au début. Mettons, quand tu comparais les deux. Ouais. Sauf que là, il s'est développé. Pour la même saison, ils sont dans la même équipe. Il y en a un qui est clairement en avant de l'autre, en termes de développement, en termes de production pour l'équipe. Puis, je suis même à main au feu que lors du draft viennent de changer entre ces deux-là. Les jeunes et les parents, les coachs, dans le fond, tout le monde qui sont dans le domaine du hockey, ils veulent des résultats comme n'importe qui dans la vie, immédiats. Donc, ils regardent un jeune, exemple, Pee-Wee double lettre, qui a un bon potentiel, puis ils veulent déjà qu'il soit à maturité physique, qu'il ait la meilleure accélération, qu'il ait des mains, un coup de patin élite. C'est ça qui manque, en fait, je pense, quand Yann parlait de périodisation, c'est que les gens qui s'occupent du hockey au Québec comprennent pas la physiologie du corps humain, puis comment que autant la session sur la glace que tu as passé avec un coach est importante, mais la récupération des systèmes qui régissent ce que tu as utilisé pendant cette session-là va être aussi important. Donc, après ça, quand tu es en hors-saison, comme tu dis, puis que tu as quasiment plus de volume sur la glace que quand tu es in-season, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Là. Mais non, c'est ça. Non, puis tu sais, mettons, oui, c'est bon, ben c'est bon. Oui, tu vas être meilleur si tu fais des skills du power skating à l'âge de Pee-Wee, tu vas être meilleur que les autres. Parce que côté pratique, tu le fais, tu sais. Mais c'est rendu, c'est pas là que ça compte. Là. Alors, on s'en fout du tournoi Pee-Wee de Québec que tu sois le meilleur. Tu sais, c'est rendu en midget, rendu Bam Tam, ton draft, rendu mais soit junior. Quand tu arrives à maturité, quand ton corps est à maturité, puis les autres sont tous au même niveau, puberté, développement. Junior maritime maintenant. Ouais. Mais tu sais, c'est quand tu es rendu là que
tu veux que tout ce que tu as bâti commence à payer puis que tu continues à te développer. Tu sais, il y en a qui pognent un plateau, puis là, c'est de revenir en arrière de 4 ans. Il y a 4 ans de développement en retard, puis là, c'est plus le temps de le rattraper. Là. Mais fait que, ça, je dirais que c'est un autre problème dans le monde ici au Québec. Là. Si on y va plus côté périodisation pour nous de préparation de l'athlète, ben là, tu es limité parce que là, tu veux préparer ton athlète justement pour la prochaine saison, mais c'est comme s'il a fini jamais sa saison. C'est ça, puis tu sais, tu regardes les pros, mettons, là, ben, ils finissent leur saison, mettons, dans NHL. Là. Ils n'embarquent pas sur la glace la semaine d'après. Ils embarquent 6 à 8 semaines avant les Jeux camp. C'est quoi ton scénario idéal? Mon scénario idéal, je dirais d'aller, mettons, pour la glace, 6 semaines avant un camp, à peu près. Mais mettons la fréquence là, dans une semaine. Là. Mettons, là, pour donner un exemple, puis quel type d'activité spécifique? Là? Ben, mettons, tout dépendamment de l'âge, mais tu sais, un go-to dans un off-season, je dirais avec 4 fois dans le gym semaine, avec un 2 à 3 sur la glace selon le moment. T'sais. Pas dans le début de ton off-season, mais vers la fin, on va dire 6 semaines avant, tu commences à intégrer de la glace. Mettons, si tu vas jouer un 3 contre 3, on va dire, il y en a beaucoup là, qui font ça, mais tu fais un 3 contre 3 une fois semaine. Puis, ça va pas nuire à ton développement tant que ça, mais c'est quand tu commences à aller chercher à gauche, à droite beaucoup trop, que là, ça va venir nuire. Mais, mais tu sais, peu importe l'âge, un off-season, 4 fois semaine, ça serait un go-to. Là. C'est sûr qu'on tombe, c'est pas pareil, là, mais... Est-ce que tu évalues que les jeunes d'aujourd'hui tombent dans un surentraînement d'une certaine façon? Ou d'une surspécialisation peut-être plus? Bien, surspécialisation quand tu es sur la glace trop. Quand tu es dans le gym, c'est comme si ça serait complètement un autre sport. Tu vas créer des charges, des tensions dans tes os, dans tes articulations complètement différentes que sur la glace. Fait que ça vient t'aider overall à ton développement. Fait que c'est comme si tu ferais complètement un autre sport. Ouais. Mais c'est ce qu'on disait avec Gab l'autre jour, dans un podcast qu'on expliquait que c'est quoi le développement ultime d'un athlète, selon nous, mettons, là, qu'on parlait des bases de la posturo, la neuro, etc. Puis là, dans le fond, dans le cheminement, on voulait que les jeunes touchent à d'autres sports pour travailler d'autres habiletés, d'autres skills. Puis qu'à la limite, l'entraînement, c'était une façon justement de pouvoir toucher à autres qualités athlétiques, qualités sportives, qualités musculaires. Fait que c'est pour ça que jouer du hockey, moi aussi, je suis vraiment d'accord là-dessus. Là. Jouer du hockey 24/7, 12 mois par année, je crois, puis je l'ai mentionné plus tôt, je crois que ça nuit au développement, puis même que ça crée une saturation au niveau des athlètes, parce que tu envoies des athlètes qui sont rendus juniors majeurs, là, sont rendus le plus haut niveau que tu peux jouer au hockey avant de devenir professionnel. Puis, ils lâchent le hockey rendu là. Ils lâchent le hockey, ils sont saturés, ils sont tannés. Ils ont tanné de jouer au hockey, ils en ont trop fait à un bas âge, puis qu'ils ont juste continué par la suite. Exact. C'est pour ça que moi, je trouve que, tu sais, dans le sport, en partant, on sait que la préparation physique, ça va t'amener des qualités athlétiques beaucoup plus grandes, puis que tu vas pouvoir transférer. Ou du moins, on croit très bien qu'on est capable de faire des transferts. Puis de toute façon, ça va te rendre un meilleur athlète. Dans le sport, si tu joues juste au hockey, tu fais une surspécialisation, ton corps, il fait juste ce mouvement-là. Tu n'es pas autant en train de te développer comme tu devrais l'être. Puis le fait d'arrêter pendant un certain temps, quelques semaines, whatever, quand tu rembarques sur la glace comme puis je le sais parce que je l'ai vécu comme joueur de hockey, ben là, tu as faim. Tu as faim, tu n'as pas cette saturation-là ça devient comme une routine. T'as hâte d'y aller. T'as hâte d'y aller, puis cette faim-là... faut que tu le craves. Hein. Ouais. Cette fin-là va faire que tu vas te pousser encore plus, puis que tu vas avoir le goût de le faire. Tandis que quand tu le fais parce que tu es devenu bon au hockey, puis que là, tu as des bonnes habiletés, puis tu es peut-être un outstanding côté développement parce que tu en as fait beaucoup, ou tu avais déjà ces acquis-là, va faire que tu vas te rendre peut-être à ton niveau junior majeur, mais si tu es tanné de jouer, ça vaut quoi? Là, c'est supposé d'être un sport, c'est un jeu, on dit qu'on joue au hockey. Si tu joues plus, si tu veux quitter ça, c'est parce que tu joues plus, tu n'as plus de fun. Là. Fait que c'est là que je trouve que, puis tu sais, comme notre podcast, là, Zone A1, là, le but, c'est de sensibiliser les athlètes, les coachs, les parents aussi. Les parents aussi. Ben, ça part de eux, tu sais. C'est tough aussi de combien de parents, tu sais, je côtoie à peu près par année 200 quelques joueurs dans la saison, tu sais, dans des équipes qui, c'est pas eux qui viennent pas nécessairement s'entraîner avec, mettons, moi dans l'été, c'est bien correct, mais
sais, combien que dans eux, ils me parlent, hey, là, mon gars, là, lui, on voit que lui, il s'en va faire des skills là, le vendredi matin avant l'école. Devrais-tu faire ça, moi aussi? Puis, tu sais, ça, d'un sens, ils n'ont pas les connaissances et tout ça. Fait que, tu sais, ça leur crée une incertitude. Puis, c'est tout ça que je devrais faire, moi aussi, d'abord, pour parce qu'ils voient que l'autre est meilleur. Il y a des meilleures mains. Son coup de patin est plus fluide. Oui, sur le moment. Je veux dire, il va être meilleur, l'autre qui fait ça. Là. De toute façon, sauf que le monde a de la misère à voir la projection. La projection. C'est pas à 13 ans là, que ça se passe. Là. Ben non. Oui, ça fait partie d'une étape de ton développement, mais c'est pas à 13 ans que ça se passe. Ni à 8. Ni à 8, surtout pas à 8. Moi, j'ai des joueurs à fun à 8. Qui dominaient. Là, ils sont plus là. Bam-Tam, ils sont plus là. Il y en a qui jouaient dans le 2A l'année d'avant, puis ils ont surpassé parce que les autres, ils ont pensé à leur développement. Le corps d'un enfant change tellement à cet âge-là, tu ne sais pas ce qui arrive. Même en 6 mois, des fois, 3 mois. Tu revois le kid, tu vas être mais là, mon enfant, il a 12 ans, là, il ne peut pas faire de musculation. Là. Ouais, il va nuire sa croissance. Moi, ça, j'en entends aussi. Là, à tous les jours. Ça, c'était... Mais en même temps, on rit. Là, excuse-moi si le parent s'est offensé qu'on rit de lui présentement. mais c'est correct. C'est ça que tu entends d'une personne, de l'autre, de l'autre. Moi, c'est pour ça que le but, c'est de sensibiliser les gens. C'est ça notre job. C'est d'éduquer les gens. Ben, allez vous référer à des vrais professionnels. Pas parce que Ginette Gendron ou Pierre Jean-Jacques t'a dit ça, que c'est ça. Là. Ben, ça. La fameuse Ginette, hein? Des fois, ils vont s'entraîner avec mon ami il est préparateur physique. Mettons, puis là, sur Instagram, c'est bien plein de transformations physiques, genre style bodybuilding. C'est là-dedans qui est là-dedans. Mais il doit être bon. Là. Ouais. Mais c'est complètement deux games. Il fait des échelles d'agilité pendant tout l'été avec ses kids. Là. Ouais, ça, je vous montrerai des vidéos, vous allez capoter. Les yeux vont vous saigner. Mais tu sais, après ça, tu sais, c'est. Tout ce volet-là n'est pas compris. Puis aussi, le volet après ça qui est en lien, récupération, est tellement négligé dans une saison. Oh, OK, on n'a pas de pratique, on n'a pas d'affaires ce mercredi. OK, mais là, ça veut dire que je peux aller faire un training. Fait que là, ils vont faire un training ailleurs. Ou ben non, ils vont faire un skills. Mais là, après ça, ils se demandent pourquoi le jeune rendu aux provinciaux, il pourrait de performer puis il est cassé. Tout le long de l'année, il ne va pas le voir en début de saison ou dans le milieu qu'il commence à être brûlé des fois. Là. Mais là, c'est là d'abord... Quand j'ai posé la question, qu'est-ce qui devrait être remodelé dans la préparation physique, mais ça serait quasiment toute la structure de comment c'est fait le hockey, puis les préparateurs physiques devraient être intégrés dans les structures 2A, de 3A, whatever. Là. Ouais, en fait, ça devrait être des préparateurs physiques qui font la périodisation, autant du hors-glace que du sur-glace. Ah non, mais mais c'est ça la réalité. Non, mais c'est ça le but. Le but, c'est moi, je veux qu'on parle dans le meilleur des mondes, c'est ce qui peut se passer de même. Puis peut-être qu'à force d'en parler, puis d'en le dire haut et fort, ben ça va devenir ça. Peut-être, là, on rêvera pas trop. Là, ça ne viendra pas ça l'année prochaine, mais peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Ben oui, ben, tu sais, un des meilleurs exemples, ça fait 3 ans que je travaille avec des structures intégrées. 2 structures, pour être précis. Puis dans ces 3 ans-là, que les 2 structures, 5 équipes, fois 3 ans, fait que 15. 15 équipes, fait que 15 coachs. Ben, sur ces 3 ans-là, j'ai fait, pour des coachs, 3 HP1, qui est la formation haute performance pour les coachs. J'en ai fait 3 pour eux parce qu'ils ne savaient pas comment périodiser, comment planifier, comment jouer dans Excel, puis ces affaires-là. Puis, OK, mais là, comment je fais pour jouer avec mes qualités? Eux autres, c'est powerplay piqué, c'est à peu près ça qu'ils pensent, tu sais. Puis c'est plate, mais c'est encore la mentalité des coachs aujourd'hui. Quand tu dis que tu l'as fait pour eux? Ben, c'est que je lui ai monté leur planification dans des pratiques, combien de temps qu'ils devraient passer. OK, ben c'est parfait, ça. Ben oui, eux autres sont contents, là. Tu sais, il n'y avait pas la notion, puis... Ils ne sont pas montrés comment faire c'est ça. normal. C'est pas leur, je veux dire, c'est pas leur domaine, les autres, c'est des coachs. Oui, mais tu comprends qu'ils devraient le savoir. Ils devraient avoir ce bagage-là. C'est ta job. Quand tu es un coach, tu veux planifier une semaine d'entraînement, ton année d'entraînement. J'imagine que les équipes professionnelles, ils se posent ces questions-là. Là. Mais tu sais, eux, c'est planifié. Mais les coachs, l'affaire qui arrive, c'est que les coachs, je dis, c'est normal. Non, c'est pas vrai. C'est normal qu'ils ne savent pas comment parce qu'ils n'ont pas les notions pour le faire. Ils n'ont pas les formations. On leur demande pas de formation comme ça. Non, ben c'est ça. Puis tu sais, étonnamment, quand je demande, mettons, c'est quoi ta planif annuelle au coach en début de saison, moi j'ai un questionnaire puis ils doivent tout m'envoyer. Étonnamment, ils n'ont rien. Même le tournoi, ils ne savent pas trop lequel qui est le plus important pour eux. Parce que moi, c'est important de savoir si je te fais piquer où. Quand tu vas piquer, tu veux piquer où? Ben, OK. Fait que là, je leur explique, puis ainsi de suite. Mais quand tu l'utilises, c'est juste pour que tout le monde comprenne. Là, quand tu dis tu le fais piquer où, c'est que dans le fond, tu vas modeler tes moments de. L'affûtage. Voilà, mais tu vas modeler tes moments que tu as plus de volume, d'intensité, etc. Voilà, je vais jouer avec mon intensité, mon volume.
pour arriver au bon moment. Qu'il soit le plus sharp à ce moment précis. Là, Okay. Avec mes questionnaires de suivi d'athlètes, de check-in, je peux voir aussi est-ce que ça s'en va en surentraînement. Oui, non, sont-ils brûlés, sont-ils pas brûlés. Fait que moi, j'ajuste dans le gym. Mais ça a pris un certain temps avant que les coachs commencent à comprendre. OK, c'est pas juste le gars de gym. Il connaît aussi la game. Puis, c'est sûr que c'est un avantage d'avoir joué, de connaître la game. Étonnamment, ceux qui ont le plus embarqué, on va dire, dans ma façon de procéder, c'est les équipes qui ont eu du succès. Ouais. Puis tout le long de la saison. C'est ça qui est le fun. Hein? Fait que, ça c'est la plus grosse remarque que je vois. Tu as réussi à... Parce que moi, je te pose la question parce que dans certaines régions, des fois, c'est différent de d'autres. Là. Je t'ai réussi à t'intégrer là, de quelle façon? Parce que je te dirais, dans notre structure, c'est quasiment impossible de rentrer directement là. C'est fermé. Je vais le dire haut et fort, c'est le collège Charlemagne. C'est très dur de pouvoir rentrer pour pouvoir, parce que à chaque année, c'est supposé être des bonnes équipes. On a un gros bassin de joueurs, puis on ne développe plus rien dans notre région non plus. Puis ça, c'est triste parce que moi, j'ai joué pour le collège Charlemagne, les riverains du collège Charlemagne. J'ai gagné la Coupe Air Canada à l'époque. À chaque année, on était. C'est rendu la Coupe TELUS maintenant? TELUS, oui. La Coupe Air Canada. À chaque année, on était toujours dans les forces. Puis là, maintenant, on n'a plus cette notoriété-là. Maintenant, c'est Magog. C'est rendu exactement. Mais il y a quelque chose, selon moi, qui doit être changé. Puis là, je parle d'une structure en particulier, mais c'est pratiquement toutes les structures. Puis là, je me demandais, c'est quoi, t'avais-tu un contact direct? Y a-tu quelqu'un qui t'a laissé rentrer? Parce que c'est sûr que c'est ça qui devrait être fait. Ouais. Ben, tu sais, même pas, parce que, tu sais, moi, je viens de l'Abitibi, je connaissais personne du monde d'ici. Puis, tu sais, de la manière que ça s'est fait, c'est que je voulais continuer à côtoyer le hockey. Fait que j'entraînais quelques petits joueurs de connaissances que j'ai entendus, tu sais, avec la SPVM, parce que je fais les tests aussi avec eux pour les brigades spécifiques, les tests physiques. Fait que là, il y avait un papa d'un joueur, puis oui, qui voulait faire un petit groupe pendant l'été que j'ai entraîné dans un parc. Puis là, ça s'est... De fil en aiguille, tu as développé tranquillement. Puis là, j'ai pris une équipe Bantam de Hod juste avant que le COVID arrive pour entraîner sur glace. Okay. Puis moi, je faisais de la préparation physique en Zoom parce que là, il y a eu le COVID. Fait que pendant toute l'année de hockey qu'il n'y a pas eu, moi, j'ai entraîné les gars en Zoom de l'équipe. Pour si jamais ça revient, on va être correct, on va être en shape, les autres vont être ordinaires. Ouais. Puis ben là, une des structures, justement, a remarqué ça, que leur préparateur physique faisait rien ou rien avec ses équipes. Il y a moi qui n'étais pas obligé, c'était comme / bénévolat pour les jeunes qui poussaient pour leur développement. Fait que l'année d'après, j'ai rentré là. Okay. Puis après ça, ben là, un contact pour l'autre, rentrer dans l'autre. C'est nice. Okay. Ben, c'est ça. Ben, je veux dire, c'est une bonne façon d'avoir rentré là, mais parce que c'est le même, ça devrait se passer en réalité. Je veux dire, là, puis plus loin que ça, moi, je vais parler, la structure en général, c'est que même les coachs devraient être d'avoir des bases de préparation physique, d'avoir des connaissances en préparation physique. Au moins, planification, programmation, ces affaires-là. C'est ça. Mais au moins, cette base-là. Ben à la limite, si c'est pas le cas, moi, je pense que dans le meilleur des mondes, les coachs devraient avoir des bases en préparation physique, en périodisation. Comment tu m'as... comprendre le corps, comment ça fonctionne, parce qu'effectivement, ils vont se poser des questions. Pourquoi que mon équipe est à chier aujourd'hui? C'est là... Si tu comprends pas leur physiologie puis tu les as rincés la veille ou là 2 jours, si tu sais pas qu'il peut y avoir des répercussions 48 heures après ou peu importe. Toi, dans ta tête, tu dis je vais patiner. Mais... J'ai un... Je n'aimerais pas de nom. On reste dans le Blue Ocean. On reste dans le Blue Ocean, Zone A1. Le Red Ocean, c'est du négatif, puis tu parles contre les autres. On fait pas ça. On l'a fait plein de fois dans d'autres podcasts. Mais là, j'ai un préparateur physique que je connais qui a la chance d'entraîner des bons sportifs, des bons athlètes. Sa belle façon de procéder, là, 3 jours avant le camp d'entraînement, c'est qu'il fait des efforts maximales. Teste le RM. Non. Ah. Il va faire un airbike, un airbike 30 secondes all out, puis les joueurs vomissent. C'est pour les faire piquer, ça. Non, c'est un peaking phase. Les gars, ils vomissent. J'en revenais pas, j'étais découragé. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. J'étais comme, OK, le camp d'entraînement dans 3 jours. Les gars sont en train de dégueuler dans la poubelle. C'était comme drôle. Ils étaient filmés dans le gym qui est en train de dégueuler dans la poubelle. Marketing. Ouais, super bon. Les parents sont comme, quand ils vont au gym, là, ils travaillent fort. Il a travaillé fort. Ouais, je capotais. Mais là, j'ai quand même roulé mes pouces parce que je veux pas m'en aller là-dedans. Je sais ce que je fais. Là, au pire, les joueurs changeront de place l'année prochaine. Mais tout ça pour dire que
on développe ensemble. Puis Paul Gagné n'est pas avec nous aujourd'hui. On est 4. On peut commencer à l'annoncer parce que ça va être assez fou, je pense, qu'est-ce qu'on développe, qui est un institut de développement qui va s'appeler Athletic Development Institute, qu'on veut justement s'adresser aux préparateurs physiques, mais on s'adresse à tout le monde un peu. On s'adresse à tout le monde qui est intéressé à développer, à faire du développement athlétique. 100%. On s'adresse à des kinésiologues qui veulent avoir plus d'outils, plus de connaissances pour pouvoir développer des athlètes. On s'adresse à des coachs. Tu vas pouvoir avoir une meilleure programmation pendant ton année. Tu vas peut-être même pouvoir prendre quelques joueurs pendant la saison estivale puis pouvoir les entraîner parce que tu dis, c'est quelque chose qui te passionne finalement puis tu ne veux pas juste travailler pendant la saison de hockey, tu veux travailler pendant l'été. On va aller chercher, je dirais, tout ce bassin de coachs, entraîneurs, préparateurs physiques qui veulent avoir des connaissances. On va dans les gyms, il y a beaucoup de monde qui entraînent, ils font de la transformation, qui veulent, mais ils disent, je veux travailler avec des athlètes, mais finalement, ils font juste de la transformation physique parce que dans le fond, ce gym-là, la majorité du monde qui rentre là, c'est qu'ils veulent les transformations physiques, ils veulent un changement corporel. Fait que là, on s'adresse vraiment à tout le monde. Fait que là, je voulais avoir même Gab aussi, mais je veux avoir de ton côté, comment ça te motive ce projet-là, puis qu'est-ce qui s'en vient, je veux que le monde sache qu'est-ce qui s'en vient là, dans le futur. Moi, c'est sûr que ça va être un game changer justement dans la façon de fonctionner puis de l'enseignement beaucoup. Ouais. Parce que tu l'as mentionné, ça s'adresse aussi aux coachs. Puis, parenthèse par rapport à ça, tout récemment, cette année, à Laval, dans la structure, j'ai intégré des tests sur glace et hors glace, mais de façon style combine, 3 fois par année. Donc, avant, c'était les tests Hockey Québec qui sont à revoir au complet. Mais c'était juste ça qu'on faisait début, fin de saison parce qu'il le demandait. Okay. Moi, je faisais mes propres tests à côté. Mais tu sais, je prenais du temps de gym pour faire ça parce que c'est nécessaire. Ouais. Mais là, on a vraiment nos temps bookés pour ça. Puis j'ai intégré le Biotonics, justement, l'analyse posturale avec eux. Nice. Puis là, les coachs, au début, mais là, ça va être du temps sur la glace qu'on perd, c'est ci, c'est ça. Mais quand je leur ai expliqué, puis ils ont compris, puis ils l'ont vu, l'impact que ça avait. Tu sais, quand je montre le rapport que son athlète, tel athlète, là, de la misère à virer, ou non, il est fâché après parce qu'il va mal ou peu importe. Ouais. Mais regarde. C'est pas normal, il est rendu Bantam 3A, puis il ne break pas de ce côté-là. Ouais, mais... là, il le met sur une 3 parce qu'il il est pourri, mettons. Ça n'arrive pas, mais tu sais, genre pas loin, ben, tu sais, regarde, c'est sûr. Regarde ici, sa performance diminue. Faut, au lieu de juste rentrer dedans, ben, tu l'aides. Fait que, tu sais, pour ça va être un game changer dans l'approche, mettons, de développement athlétique au Québec. Ouais. Tant pour les préparateurs physiques dans les gyms, mais aussi pour les coachs. Fait que moi, principalement, je pense que c'est ça qui me drive le plus de ce projet-là. Je pense qu'encore là, on est les 3, puis Paul Gagné n'est pas là présentement, puis lui aussi, c'est comme ça. Là, on a acquis des connaissances avec les années, je dirais peut-être plus, je ne vais pas trop dire plus, mais oui, plus que plusieurs préparateurs physiques. Puis dans le fond, c'est que ça nous permet de transmettre nos connaissances. Puis je pense qu'on aime tous transmettre nos connaissances. Tu sais, on a pris du temps pour les avoir, ces connaissances-là, mais c'est le fun aussi de le partager. Puis moi c'est ça qui me drive. Là. Je me dis, l'Institut, ça va vraiment aider plusieurs coachs. Puis à la limite, je me dis, c'est pas grave si ça nous enlève des athlètes peut-être parce que finalement, il y a plus de coachs qui sont compétents. On va réussir à amener le Québec et le Canada au niveau qu'il devrait côté développement athlétique. Exactement. Puis c'est vraiment là le gros point là, que je dirais. Puis notre but, c'est pas d'avoir le plus d'athlètes à nous autres, c'est de développer le plus d'athlètes. Mm-hmm. S'il faut prendre un coach de plus puis le former de A à Z pour que lui ait son bassin de 20 joueurs qui travaillent puis qu'on fasse la même chose avec l'autre, ça va justement amener... Tout le monde est gagnant, là. Exact. Fait que principalement pour ça, tu as 100% raison aussi. Cool. Super, ça. Tu dis quoi là-dessus? Moi, man, je vous laisse aller, boys. Je suis en mode écoute. Une bonne écoute. Qu'est-ce qui te drive là, ce projet-là? Ben, écoute, on s'est rencontrés pour ces mêmes raisons-là. Donc, à l'époque, quand je suis allé à l'université à l'UQAM, c'était pour empêcher la prochaine génération de faire les erreurs que j'avais faites, puis obtenir les outils que j'aurais aimé avoir quand j'étais moi-même à l'université, puis en quête d'informations, puis de connaissances, puis des trucs pratico-pratiques que j'arrive sur le terrain, puis je suis capable d'utiliser le lendemain. Donc, je me souviens, j'étais allé c'était avec François Taillefer à l'université dans le cours L'évaluation de la condition. Ouais, une affaire comme ça. Ouais. Puis,
il m'avait donné carte blanche de présenter ce que je voulais. J'ai présenté de la posturo. Puis vous avez été 4-5, je pense, là, à faire comme what the hell, là, on n'apprend pas ça à l'université. Puis ça, c'est vraiment, c'est hot. Puis à ce moment-là, j'avais commencé déjà à travailler avec pas mal d'athlètes. Donc, moi, je veux qu'on fasse ça, mais à une échelle plus grande, parce que si on est chacun de notre côté, toi à l'université avec ta gang, moi avec des gens qui me suivent, exemple, ma carrière avec ce qu'on fait, moi et Mathieu, depuis longtemps, Yann avec son gym. Je pense qu'on n'a pas la même portée. Fait que d'unir nos voix ensemble avec un gars comme Paul, je pense qu'on va pouvoir faire changer les choses plus rapidement. Moi, c'est dans l'efficacité et la rapidité que je me retrouve comme ça. Je suis comme ça dans ma vie pour les choses pour moi. Je suis pas quelqu'un qui aime nécessairement s'entraîner, mais si je peux faire 4 heures d'entraînement par semaine, c'est le meilleur training que tu me dis que je peux faire, je vais les faire. Puis je veux la même chose pour mes athlètes, pour mes clients. Donc, si on peut reproduire ça avec l'Institut de formation, puis qu'on s'assure que chaque coach qui sort de l'Institut, ils ont les outils nécessaires puis les connaissances pour aller amener leurs athlètes à eux au prochain niveau de façon le plus efficace possible, ben moi, je suis all-in pour ça, là, ça c'est sûr. Ça, puis je rajouterais aussi de prouver les Corella et tout ça, que la posture a un impact directement sur le développement athlétique, peu importe le sport, mais là, le hockey, ben, d'amener ces sources-là, on va dire, tangibles et ces preuves-là qui sont significatives, quantifiables avec des chiffres. Vraiment. Fait que ça, c'est un autre point aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui le voient, ils font comme « Ah, c'est-tu vrai, c'est pas vrai? » Non, ça prend des chiffres. Ah, regarde lui, si, encore ça. Ben, si tu as des chiffres, puis à l'appui et tout ça, ben là, ça commence à peser lourd. Là. Fait que, principalement pour ça. Absolument. C'est sûr que, dans le fond, je pense qu'à nous 4, on a une solide équipe. Puis dans le fond, c'est que là, l'autre fois, je résumais un peu, je t'écris des notes, mais on a chacun des forces. On a sensiblement le même bagage, mais on a toutes des forces différentes à pouvoir amener, dans le fond, à ceux qui vont participer, qui vont faire participer comme à l'Institut puis qui vont vouloir en savoir plus. On a Paul qui a des années d'expérience avec des athlètes professionnels, qui a coaché un nombre d'athlètes olympiques, qui a coaché des joueurs de la Ligue nationale à Pelleté. Qui est déjà enseignant. Qui est déjà Après ça, on a tout avec ton doctorat, toutes tes connaissances que tu es allé chercher, plus, je dirais, avec ta maîtrise, ton doctorat, etc. Tu es en recherche, en évaluation, que là, on va combiner ça dans cet institut-là. Gab, et les fichiers Excel. Et j'allais dire le gars d'Excel. Le gars d'Excel, exact. depuis le jour 1, man. Hey Gab, on va faire un logiciel de biosignature, on va tout rentrer ça là-dedans. Ah ouais, OK, let's go. Non, mais surtout qu'est-ce que tu montrais sur ton fichier Excel, je pense que mon niveau d'Excel ne pourra jamais dans mes rêves les plus fous, ne pourra jamais se rendre là, même si je travaille 24/7. Ah, exact, même affaire, man. Puis dans le fond, Gab puis moi, on a sensiblement, ça fait longtemps qu'on est dans le domaine, on a vu beaucoup de clients, là, les deux, des fois, on s'appelle les bourreaux, là, les bourreaux de travail. Mais dans le fond, c'est de même qu'on a appris, parce que moi, je suis sorti du bac en kin, j'ai eu une chance que j'avais été un athlète professionnel moi-même, parce que je me dis, j'avais déjà été suivi par des préparateurs physiques, plus que j'ai vu de monde, puis que là, j'étais allé chercher d'autres formations ici et là, que j'ai mis encore plus je dirais, de briques à ma maison, puis pouvoir vraiment dire aujourd'hui, je suis confiant de pouvoir retransmettre au suivant, puis faites pas les erreurs que j'ai faites à mes débuts, puis c'est un peu ça le but, là, dans le fond. 100%. Puis c'est moi, le gros game changer dans, on va dire, ma carrière, là, même si c'est très jeune, mais c'est de vous avoir connu puis d'avoir été faire un stage avec Gab. Parce que j'aurais pas fait ça, les autres stages que j'avais fait, là. Après moi, j'aurais juste dit tu connais Nautilus Plus? Ah, même pire que ça, là. Pire que ça. Mais... Énergie cardio. Non, ils n'ont pas engagé. Comme poste de manager, le gars, il n'a jamais entraîné personne. Non, mais peut-être, non, pire que ça, c'est qu'ils ont engagé une personne d'Econo Fitness, puis c'est Phil. Ah ouais, exact. À la Mais tu sais, j'aurais sûrement arrêté, puis une des affaires, ben, c'est d'avoir sauvé toutes les erreurs, puis X nombre d'années de développement, tant en termes de préparateur physique, mais aussi en termes de, j'allais dire businessman, mais entrepreneur. Ben, tu sais, c'est tout des... Fait que, d'avoir un mentor aussi, ça c'est un gros game changer. Fait que c'est un peu ma façon de redonner aussi au jeune Philippe que... Fait que c'est un peu pour cool. Ça aussi. Ouais, puis je vais rapper ça en disant que, dans le fond, tu sais, non, pas en 3 points, pas ce fois-là. L'idée ultime d'aller faire ce que j'avais fait à l'époque puis que j'ai continué à faire par la suite,
ça a tout le temps été ce que tu as dit, d'éviter que tu fasses les erreurs, d'aller plus vite, faire de l'action au niveau du mentorat. Mais ultimement, c'était vraiment que je voulais regarder, mettons, le temps que ça m'a pris de me rendre où ce que je suis moi aujourd'hui. Je voulais regarder les autres coachs qui sortent de l'université ou qui ont la même passion que moi, dans le fond, pour ce domaine-là, arriver au moins même point que moi ou plus rapidement. Puis c'est ce que tu es en train d'accomplir, Phil. Puis, écoute, man, t'es en présentiel, t'es la personne qui justifie les raisons que j'ai passé du temps et que je me suis impliqué là-dedans. Fait que je te remercie, man. Je te remercie d'être ici aujourd'hui. Puis je suis vraiment content qu'on développe ça ensemble, man. Je pensais pas de même, 2 secondes. Petit moment. Fait que c'est ça le wrap-up. Yes, sir. Merci, Phil. Ben, merci de m'avoir invité, les boys. Yes, sir, boys.